À la une de votre actualité du 8 décembre 2021. Assise nationale sur l'éducation, la coordination nationale des syndicats de l'éducation fait le bilan de sa participation. Les syndicats ont exprimé leur ferme opposition à la suppression du CEP et du second tour du BPC et à toute remise en cause du droit d'accès des titulaires du baccalauréat aux universités publiques. 16e édition Ciné Droit Libre. L'événement cette année met l'accent sur l'avenir des enfants dans un contexte d'insécurité avérée. Il y a 48 heures, des panélistes venus d'ici et d'ailleurs ont donné une conférence sur le système démocratique dans le monde et en Afrique en particulier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Nous entamons ce journal avec un accident de la route. En effet, un camion remorque chargé de canettes de boissons alcoolisées s'est renversé dans la nuit du mardi 7 décembre 2021 à Ouagadougou. Outre les dégâts matériels, l'accident qui s'est produit à quelques encablures du rond-point des architectes dans le quartier de Wemtenga n'a occasionné aucune perte en vie humaine. Erreur humaine ou panne technique, les causes de cet accident sont jusque-là méconnues. À ce jour d'audience, ils étaient 3 à être présentés devant le juge. Adama Tiendobergo, Hervé Ouattara et Mamadou Drabo. Tous sont poursuivis pour la participation à la marche du 27 novembre dernier, jugée illégale. Si le procès a été renvoyé par le tribunal à la date du 15 décembre, au regard des nouvelles arrestations dont on pourrait citer Marcel Tankwano, la demande de liberté provisoire formulée par les avocats des 3 accusés a été rejetée par le juge. Les leaders de la coalition du 27 novembre sont poursuivis pour participation à une manifestation illicite et destruction de biens publics. Michael Tougri pour le compte-rendu de la journée de ce 8 décembre. Ils étaient 3, les membres de la coalition de la marche du 27 novembre, à être présentés à la base ce 8 novembre au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Adama Tiendrebego dit colonel, Hervé Ouattara et Mamadou Drabo, tous sont poursuivis par le parquet pour manifestation illégale et destruction du bien public. Pour leur avocat, Ambroise Farama, les chefs d'accusation sont tout simplement une volonté des autorités de restreindre les libertés des citoyens. Estimons que c'est une question donc des libertés fondamentales qui tentent d'être remises en cause et que les avocats en tant que sentinelles donc la défense donc de l'état de droit, en tout cas nous entendons faire front unique pour la défense donc en tout cas de cette liberté-là. Nous avons échangé avec eux, ce sont des combattants, ils ont le moral haut et ils sont prêts à répondre des faits qui leur sont reprochés. Le procès est renvoyé au 15 décembre prochain à la demande du parquet et cela dans le but, selon lui, de prendre en compte les nouvelles personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Pour le parquet, il faut faire une jonction de tous les dossiers des mises en cause afin que les inculpés soient jugés au même moment. Le président du tribunal à cette audience a aussi rejeté la requête de liberté provisoire des accusés formulée par leurs avocats. Il s'agit donc de personnes majeures, mariées, ayant une adresse connue et des personnes bien connues du peuple burkinabé qui n'ont aucune volonté de se soustraire de leur obligation de répondre devant la justice des faits qui leur sont reprochés. Malheureusement, vous l'avez entendu, vous avez suivi, le tribunal donc a suivi les réquisitions du parquet qui semblait s'opposer donc à la demande de mise en liberté provisoire et donc le tribunal a rejeté cette demande de mise en liberté provisoire et le dossier est renvoyé au 15 décembre. Il faut le rappeler que la marche de protestation du 27 novembre s'est transformée en une course-poursuite entre les forces de l'ordre et les protestataires dont certains ont saccagé l'état civil de la mairie de Ouagadougou. Les leaders de la coalition du 27 novembre sont poursuivis par le parquet pour participation à une manifestation illicite et destruction de biens publics. Comme je vous le disais en titre, après sa participation aux Assises nationales sur l'éducation qui s'est tenue du 18 au 20 novembre dernier, l'heure est au bilan pour la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE. Face à la presse ce 7 décembre 2021, la CNSE est revenue sur certains points face auxquels elle a marqué son opposition. Parmi elles, la mise en œuvre diligente du protocole, la gratuité scolaire, la réalisation d'infrastructures et leurs équipements et également la question enseignante. Malgré
Malgré ces points de désaccord face auxquels la CNSE a marqué son opposition, elle dit tout de même attendre les décisions finales qui seront prises par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un compte rendu de Serge Caboret. La coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE a fait le point ce mardi de sa participation aux assises nationales sur l'éducation. À l'heure du bilan, ce sont au total plusieurs points qui ont été défendus par les syndicats de l'éducation. Ce sont entre autres la mise en œuvre diligente du protocole, la gratuité scolaire, la réalisation d'infrastructures et leurs équipements, ainsi que la question enseignante et bien d'autres. La question de la réforme des examens s'est particulièrement heurtée à un refus catégorique de la CNSE. Faire la classe de CP1 et sachant qu'arriver en classe donc de CM2, il y a le parchemin à obtenir, c'est une très bonne chose. Si on supprime cela et que ça va être tout simplement les notes de composition, eh bien ça peut impacter négativement de notre point de vue sur l'éducation. Pour le second tour du BPC, au cours de l'année scolaire, vous voyez, les élèves ont manifesté. Nous estimons que le format actuel pour l'organisation donc du BPC, il faut garder et le premier tour et le second tour. À cela s'ajoute un autre point d'achoppement qui est celui du pacte national avec une trêve de 5 ans dont la signature a été rejetée par les organisations syndicales pour des questions de principe. La CNSE dénonce une résorption non transversale des problèmes à ces assises nationales. Pour résoudre les maux, il ne faut pas, quand vous voulez aller ensemble, il ne faut pas vouloir satisfaire ses besoins au détriment de l'autre. Voilà, c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a beaucoup de problèmes, qu'il faut tenter de résoudre les problèmes de façon transversale et pas prioriser des secteurs et puis laisser d'autres. Toutefois, la coordination nationale des syndicats de l'éducation dit attendre les décisions finales qui seront prises par le ministère de l'Éducation nationale. Comme ils n'ont pas encore sorti un document définitif qui indique clairement ce qu'ils ont arrêté de retenir et de mettre en œuvre, de mon point de vue, on ne va pas encore trop spéculer en termes d'éléments de désaccord et éléments positifs. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir et qui est important, c'est les objectifs que nous avons perçus. Si vous regardez les objectifs que nous avons perçus et que nous estimons que le gouvernement poursuit, ça campe notre position. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec effectivement ces orientations-là. La coordination nationale des syndicats de l'éducation appelle par ailleurs à travailler afin d'éviter que l'organisation du baccalauréat par le ministère en charge de l'éducation nationale ne soit un prétexte pour réduire les chances d'accès aux universités publiques. L'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB, actuellement en grève, et ce durant 48 heures à compter d'aujourd'hui. Ces derniers disent être contre la suppression de l'aide FONER qui passe désormais de 3 à 7%. Une grève qui est donc principalement axée sur les conditions de vie et d'études des étudiants burkinabés. Selon l'ANEB, les autorités universitaires et ministérielles veulent procéder à la relecture des textes qui encadrent les questions académiques et sociales. Occasion pour eux de lancer un appel à l'endroit des autorités à se pencher sur les réalités que vivent les étudiants des universités publiques au Burkina Faso. Un reportage de Fatimata Nikema. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 2 décembre dernier, les étudiants de la ville de Ouagadougou, sous la bannière de l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB, ont passé en revue leurs conditions d'études et de vie. Selon ces derniers, plusieurs acquis engrangés par les étudiants burkinabés sont aujourd'hui remis en cause. Et cela par les autorités universitaires et ministérielles qui veulent procéder à la rélecture des textes qui encadrent les questions académiques mais aussi celles sociales. Désormais, tous ceux qui vont arriver à l'université au-delà de 23 ans déjà, ils ne peuvent plus avoir l'aide, il va falloir s'endetter. Désormais, si vous arrivez à l'université et qu'on évalue le revenu de vos parents et qu'on estime que vos parents ont assez, on estime que vous ne pouvez plus bénéficier de l'aide et on vous contraint, si vous voulez, au prêt. L'autre élément, c'est la question même de l'exclusion des étudiants du privé du bénéfice de l'aide. Donc désormais, là, ces étudiants-là ne peuvent plus, en tout cas, bénéficier de l'aide. Tout ça, ce sont des dispositions qui ont été mises au cours de la relecture là, pour fermer, sinon verrouiller l'attribution de l'aide. Selon le président de l'ANEB Ouaga,
Tout est mis en œuvre par les autorités pour éloigner les étudiants de l'aide FONER au profit du prêt qui a un taux de remboursement de 3% jusqu'aujourd'hui. Un taux qui va monter à 7% selon Soumaïla Sissouma. Les questions de bourse d'études, de restauration et de liberté ont aussi connu des changements qui ne profitent pas aux étudiants, a laissé entendre le premier responsable de l'ANEB, Ouaga. Depuis un certain temps, les forces de défense et de sécurité quand même patrouillent sur nos campus. Donc, dans l'intention, bien évidemment, d'empêcher les étudiants de s'organiser et de se battre pour poser leurs préoccupations. Mais, au-delà de ça, l'autorité a estimé que ce n'était pas suffisant. Elles ont relu les textes aussi qui régissent, en fait, les libertés académiques, les franchises universitaires et libertés académiques, là, ils ont relu ces textes-là. Et elles ont introduit des clauses de restriction des espaces de liberté. Et ce sont entre autres mesures qui ont poussé l'ANEB à annoncer une grève dite d'avertissement le 8 et 9 décembre 2021 pour interpeller l'autorité sur la dégradation, selon elle, des conditions de vie et d'études dans les universités publiques du pays. Premier dialogue démocratique de la 16e édition du festival Ciné-Droit Libre qui s'est tenu ce lundi 6 décembre à Ouagadougou. Placé sous le thème « Quelle démocratie pour nos enfants ?», il était question lors de cette rencontre d'échanger autour du système démocratique dans le monde et en Afrique en particulier. Si pour certains panélistes, plusieurs raisons expliquent la crise démocratique en Afrique, d'autres quant à eux pensent que la démocratie est en panne dans les pays africains et qu'il revient à la jeunesse de retourner aux sources et de prendre ses responsabilités. Un reportage de Sanata Serré. Salle comble ce lundi à l'université Joseph Kizerbo. Le sujet qui a réuni ces centaines de jeunes lors de ce premier dialogue démocratique du festival Ciné-Droit Libre, c'est la question du système démocratique dans le monde et en Afrique en particulier et le modèle approprié pour la future génération. De nos jours, les perceptions de la démocratie sont diverses et l'on assiste à une défiance de la nouvelle génération vis-à-vis de la vie démocratique selon les conférenciers, ce qui laisse entrevoir une érosion démocratique. De l'avis du panéliste Cheikh Tidiane Gadjo, la démocratie est en panne dans les pays africains et le moment est venu pour la jeunesse de retourner aux sources et de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas être le continent potentiellement le plus riche du monde et avoir un atout majeur que les autres continents n'ont pas, qui est la ressource première, la ressource numéro 1, la jeunesse. C'est-à-dire des bras, des intelligences, des gens capables de sauver ce continent. Et malheureusement, par un leadership qui n'est pas en phase avec nos populations, parce que des élites qui sont en rupture de banc avec notre société vivent leur vie totalement coupée des réalités de nos pays. Et ensuite, ces mêmes gens veulent nous diriger. Et ça, j'ai posé le problème des constitutions qui ne sont pas opérationnelles, qu'on a copiées du maître du système colonial. On n'a rien cherché dans notre héritage, dans notre passé, dans la grandeur de l'Afrique pour nous inspirer. Donc parfois, il y a une inadéquation entre les systèmes que nous avons choisis et nos réalités culturelles, socio-culturelles. Selon le docteur Asabelga Ouedraogo, plusieurs raisons expliquent la crise démocratique en Afrique. Le clivage entre les élites et les populations, le divorce entre les aspirations des populations et l'efficacité des politiques publiques dans la démocratie et le poids de l'argent dans la sélection des gouvernants sont selon lui des facteurs qui constituent une panne dans la démocratie en Afrique et au Burkina Faso. La vertu démocratique est fondée sur l'égalité et la délibération à partir des idées pour choisir les plus vertueux pour diriger la société. Aujourd'hui, la vertu a été évincée par le dieu argent qui gouverne nos processus électoraux. C'est un problème qui fait donc qu'on est davantage dans une plutocratie, c'est-à-dire un gouvernement de l'argent, que dans une réelle démocratie. Il faut changer la sélection des dirigeants. Et pour changer la sélection des dirigeants, on a besoin que les jeunes qui ont eu accès à l'éducation continuent le travail militant de façon rigoureuse pour que le poids de l'argent recule. On a besoin de faire en sorte que la conscientisation montre que les idées sont fondamentales en démocratie, la vertu humaine est fondamentale. Donc c'est un travail quotidien qui ne va pas arriver demain matin, mais ce qui est le plus important, c'est la dynamique. Donc ce que je vais indiquer, c'est que cette impasse n'est pas une donne naturelle, une donne indépassable. Ça dépend de ce que nous allons faire, mais de façon courageuse, en nous disant la vérité, et aussi en sachant que la démocratie n'est pas une technologie figée, fabriquée par quelqu'un et qui vous dit « Ok, vous êtes démocratique, voici le package, il faut l'adopter, il faut le mettre en place comme une puce qu'on mettrait dans un téléphone, et dès qu'on allume, on a les réseaux. » Ce n'est pas comme ça la démocratie. La démocratie sont des luttes
sociopolitiques de perfectionnement qui s'inspirent des expériences des autres, mais qui sont fondamentalement partie du substrat socio-culturel des peuples. Cette conférence a été co-animée par l'ancien diplomate français Laurent Bigot. Au cours de ce dialogue démocratique du festival Ciné Droit Libre, des directions ont été données par les conférenciers pour préserver les acquis de la démocratie en Afrique. Il a attendu des participants une appropriation de la notion de la démocratie et d'en faire un instrument de développement au profit de la future génération. Je parle de toutes les élites, y compris les élites universitaires, y compris les élites intellectuelles. Construction d'un centre de prise en charge de violences basé sur le genre dans le centre-est du Burkina Faso. Ce 7 décembre 2021, l'ambassade de Belgique au Burkina Faso a fait don de matériel roulant et informatique pour équiper le dit centre. Pour l'ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso, ce geste vise à renforcer les structures décentralisées du ministère en charge de la femme au niveau régional et provincial en vue de mener à bien leur mission de lutte contre la violence basée sur le genre. Reportage de Michael Tougri. Composé de 14 motos et du matériel informatique, l'ambassade de Belgique au Burkina Faso fait don au ministère en charge de la femme et de l'action humanitaire. Destiné à la région du centre-est, ce geste de l'ambassade de Belgique à travers l'agence belge de développement est orienté dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le matériel remis permettra de mieux collecter et traiter les données de lutte contre les violences basées sur le genre. L'ambassadeur de la Belgique, en compagnie du chef d'agence Enabel, ils sont venus nous donner aujourd'hui ce matériel constitué de motos, d'ordinateurs. C'est vraiment un apport significatif et impactant. On salue l'accompagnement des partenaires parce que c'est dans la vision et dans les objectifs du département. Donc ça, c'est à saluer. On équipe bien, on renforce bien une région et puis après on prend une autre région, on renforce bien. Comme là, les agents, ils ont de quoi travailler, ils ont un cadre propice. Selon l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso, ce geste vise à renforcer les structures décentralisées du ministère en charge de la femme et de l'action humanitaire au niveau régional et provincial en vue de leur permettre de mieux mener à bien leur mission de lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans la région du centre-est, selon les données, l'on est encore très loin de la cible 5.2 qui vise à éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Il s'agit d'une remise d'un don qui permettra à une équipe étoffée de travailler sur le terrain, notamment dans le centre-est et à Tenkodogo, où récemment un centre unique d'accueil en fait des personnes victimes de violences basées sur le genre peuvent se présenter. Les données sont importantes. On avait l'occasion il y a quelques mois déjà avec Madame la ministre d'insister sur l'importance de disposer d'informations. C'est la raison pour laquelle, à côté des moyens de mobilité des agents, il faut également les moyens d'enregistrer et de traiter l'information de manière à ce que la réponse soit la plus pertinente possible. Cet appui de l'agence belge de développement Enabel est estimé à un peu plus de 65 millions de francs CFA. En plus du don, en 2021, l'agence belge de développement a permis au ministère en charge de la femme de se doter d'un protocole et d'un centre unique de prise en charge des violences basées sur le genre à Tenkodogo. Le professeur Seni Ouedraogo, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, remporte le prix de la meilleure innovation technologique d'Afrique de l'Ouest. Cette gratification lui a été décernée lors de la première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux tenue à Yamoussoukro. La délégation du ministère en charge de la fonction publique a officiellement remis le trophée au ministre ce lundi dernier. Un trophée que le professeur Seni Ouedraogo a dédié à l'ensemble du personnel de son ministère. Un reportage de Fatimata Nikema. Le Burkina Faso, pays invité d'honneur à la première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux, a été honoré avec un prix spécial décerné au ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina Faso. Il s'agit du prix de la meilleure innovation technologique d'Afrique de l'Ouest, attribué le 27 novembre dernier en terre ivoirienne. Il a été remis au professeur Seni Ouedraogo et présenté officiellement aux travailleurs du ministère ce 6 décembre. Une reconnaissance que le ministre place sous le signe d'un travail d'équipe. Je disais tout à l'heure que c'est la reconnaissance, dit-on, d'un mérite, des résultats que nous avons obtenus. Qu'est-ce que nous avons obtenu en termes de résultats concrets, mais en termes de démarches méthodologiques? Pour moi, le plus important, c'est d'avoir mis sur place des méthodes de travail qui commencent d'abord par la mise en place d'une équipe qui s'est banalisée aujourd'hui, que nous avons pris l'habitude d'appeler l'équipe projet.
Mais derrière l'idée d'équipe projet, c'est que toute action doit être précédée de réflexion. Des réflexions qui ont abouti à des résultats concrets selon le professeur Seni Ouedraogo. À en croire ce dernier, plusieurs changements ont été opérés dans l'administration publique burkinabé au bout de ces 4 dernières années. On peut identifier celui-là comme étant le tome 1 de l'ensemble de la réflexion des problèmes que nous avons. Et puis nous en avons produit un tome 2 sur les solutions technologiques. Et puis nous avons produit un tome 3, les solutions technologiques. Et puis nous avons fait un diagnostic, un document qui trace notre feuille de route en matière de concours, en matière de réorganisation de notre gestion, de notre ressource humaine, en matière de planification avec la DG de ce que nous sommes en train de faire. Notons que cette distinction, composée d'attestations et de trophées, a été décernée par les observateurs des médias de la Côte d'Ivoire. Cela fait suite à une série de reportages réalisés par la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI sur les innovations du ministère en charge de la fonction publique burkinabé en matière d'organisation des concours et de la modernisation du cadre de travail. Le cadre de concertation et de dialogue de la mairie de Ouagadougou a tenu sa première session hier à Ouagadougou, regroupant ainsi les associations de la ville et le conseil municipal. L'objectif visé pour eux est de permettre à tous les citoyens d'apporter leur contribution au développement de la ville de Ouagadougou. Et c'est avec Abdoul Rahim Niénié. Cette première session du cadre de concertation et de dialogue est un aboutissement de 4 années de réflexion. L'objectif du cadre de concertation est d'échanger sur les problèmes de développement de la ville de Ouagadougou et permettre à chaque organisation de contribuer au développement de la cité. Il faut dire qu'au niveau de la ville, on a un type d'organisation qui est en train de se répandre, à savoir les comités de développement de quartier, où les ménages essaient de s'organiser pour s'occuper des préoccupations de leur quartier. Donc, et souvent, on s'est rendu compte que la mairie est assise, on appelle, ici c'est comme ça. Bon, on a essayé de travailler avec ces groupes pour dire qu'il ne faut pas attendre que le problème vienne avant de toucher la mairie. Vous-même au niveau local, vous pouvez vous organiser. Donc ça veut dire que ce seront des préoccupations ou ce seront même ces associations, ces comités de développement qui vont même souvent poser ces problèmes parce qu'on tient déjà des réunions où chaque fois on est obligé d'aller sur le terrain périodiquement. Mais quand ces cadres sont bien organisés, tout le monde s'inscrit dans la dynamique et on évite beaucoup de soucis. Pour le maire de la commune de Ouagadougou, la mise en place du cadre de concertation et de dialogue répond à un besoin d'associer toutes les populations pour la réussite des projets et programmes de développement de la ville. À notre sens, il n'y a pas de développement sans participation citoyenne, sans que individuellement et collectivement les habitants de la cité ne s'engagent sur les pistes de développement. Tout ce que nous faisons dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les secteurs, si nous n'impliquons pas les gens qui y vivent à travers leur association, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à pouvoir faire ces investissements et à pouvoir faire ce développement-là. Et ce cadre de concertation aussi peut être, j'allais dire, une force de proposition pour le conseil municipal. Ils peuvent s'auto-saisir d'un certain nombre de questions au niveau de leurs arrondissements, au niveau de leur secteur et interpeller le conseil d'administration. Le cadre de concertation et de dialogue regroupe 2000 associations organisées en 11 groupes spécifiques. Cette première session va permettre également d'élaborer une charte et un règlement intérieur pour l'atteinte des objectifs. Récupérant des pneus ou autres articles usés, Abdoul Razak Konaté, jeune entrepreneur de 22 ans, les recycle et les transforme en objets utilitaires et ou de décoration. Malgré les difficultés de l'entrepreneuriat, ce jeune businessman arrive à s'en sortir et il a bien voulu nous faire part des différentes facettes de son activité. Joseph Koudougou, notre envoyé spécial à Bobo-Dioulasso. L'industrie de la récupération a de beaux jours devant elle au Burkina Faso. Et ce n'est pas Abdoul Razak Konaté qui dira le contraire. Domicilié au quartier Koko de la ville de Bobo-Dioulasso, l'étudiant de 22 ans confectionne des meubles à base d'objets recyclés. Et pour faire du neuf avec du vieux, Razak utilise un peu de tout. Des pneus usagés, des sachets plastiques et des barriques. Pour mieux structurer son activité, il met sur pied son entreprise qui a pour nom Faso Innovation.
Donc je suis quelqu'un, chaque fois quand je vois les sachets par terre, je ramasse. Quand je vois les ordures aussi, j'essaie de rassembler cela pour pouvoir donner un beau cadre au lieu en fait. Donc j'ai voulu dire que bon, au lieu de rassembler seulement les déchets là, est-ce qu'après on peut pas transformer ces déchets là en autre chose, voilà, pour que ça soit encore plus rentable, plus encore économique. Et j'ai voulu maintenant, c'est là que j'ai vu que bon, les pneus aussi on peut les travailler pour faire des meubles. C'est petit à petit comme ça. On a voulu d'abord à travers les chaises qui sont faites avec le bois, qu'est-ce qu'on peut faire avec les pneus en fait. Donc on fait le dessin, on fait le schéma et on essaie maintenant de mettre en œuvre maintenant la chaise avec les pneus et avec les barriques également aussi. Né d'un père tapissier, cette passion selon Abdulrazak Konaté est comme un héritage. Il se procure sa matière première dans les décharges et à certains points de vente de la ville. On a essentiellement 3 types de matières premières qu'on utilise ici. D'abord, on a les pneus. Ça, on les rassemble au niveau des familles. Parce que des familles, les pneus sont les sources de moustiques. Souvent, quand il y a les manifestations, les gens brûlent les pneus. Au lieu qu'on les brûle, on peut faire transformer ces pneus-là pour faire quelque chose de bien encore. Parce qu'on dit que rien ne se perd, tout se transforme. La deuxième matière première, c'est les barriques. Ça, c'est encore plus coûteux. Parce que ça, on trouve ça dans les marchés. Ceux qui vendent les barriques d'huile là, ça, on achète ça au marché à l'unité 14 000 francs CFA. Également aussi, il y a les sachets qu'on ramasse dans les poubelles. Allier études et entrepreneuriat n'est pas chose facile. Mais le plus difficile pour notre jeune bricoleur, c'est comment écouler les œuvres de sa création. C'est très compliqué parce que quand on veut jumeler l'école et puis l'entreprise, c'est compliqué parce que quand on part avec les clients nous font perdre du temps souvent. Tu peux faire 2 heures chez un client parce qu'il n'est pas disponible. Tu es obligé de subir cela. Également aussi à l'école aussi, on ne tient pas compte des étudiants qui font de l'entrepreneuriat. Et on s'en fout d'eux. Mais souvent aussi, on est obligé de faire la part des choses. On est obligé de prendre une décision radicale. Voilà, l'entreprise, comme c'est une passion pour nous, donc on préfère travailler dans l'entreprise. Et souvent aussi, si on a le temps, on peut faire l'école aussi. Abdulrazak reste néanmoins optimiste et croit à son art. Il lance un appel à toutes les bonnes volontés pour faire vivre son entreprise et son rêve. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous quitte avec cette pensée qui dit « Sachez que si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. » Bon après-midi à toutes et à tous.